Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors en ce moment, moi je trouve qu'on se régale bien parce que finalement toutes les parties scalping fonctionnent plutôt pas mal. Et on va principalement aujourd'hui bien évidemment parler d'inflation. Le FOMC c'est demain. Donc à 20h on aura bien évidemment l'annonce de la hausse des taux ou non de la Fed. Et on aura d'énormes signaux sur ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc ce qu'on va faire c'est qu'aujourd'hui on va décrypter tout ça. On va commencer comme d'habitude par la price action, donc la structure, qu'est-ce que nous dit la structure, et puis ensuite on va éventuellement bien évidemment aller passer beaucoup plus de temps que d'habitude sur les news. On est là sur la structure en daily, pour moi pas grand chose de nouveau sur le daily, plus ou moins voilà, on est vraiment dans les niveaux dans lesquels desquels on avait parlé hier, donc on va tout de suite ripper sur le 4 heures. Le 4 heures, hier je vous avais dit que si ce niveau-là ne tenait pas, on avait des bonnes chances de venir retoucher la trend des 4 heures. En général, on vient pas retester une trend, on ne rentre pas sur une trend. Hein. Si on veut rentrer vraiment, on va dire ceinture bretelle sur quelque chose, on rentre sur un niveau. Le niveau que je vous avais éventuellement dit qu'il pourrait être intéressant, c'était les 27,8. On a eu ce mouvement, c'était vraiment nickel, plus $1000, impeccable. Et je vous avais dit, attention sur ce premier niveau-là qu'on viendra tester, mais surtout attention sur celui-là dans les plus petites time frames, donc du coup des TP partiels à prendre sur ces niveaux-là. Théoriquement, si vous avez pris ce trade, eh bien vous avez dû toucher votre TP ici à la prise de ce dernier de ce point-là. Vous avez dû éventuellement encore une fois investir en fait sur cette structure-là, donc rentrer à peu près dans ces eaux-là. 27 929 et ensuite on a eu notre up. Pour le moment, moi je vois pas mal de liquidités, on va dire pas mal de liquidité, qui est plutôt en short. Qu'est-ce que j'ai effacé là? Ah oui, c'est pas ça que je voulais effacer, autant pour moi. Pas mal de liquidité qui est plutôt en short. Pour le moment également, on est toujours dans cette compression, on va dire majeure, enfin la compression 4 heures qui est celle-ci. Là, pour moi, ça c'est juste une mèche. Hein. Là, je vous le montre en 1 heure, mais en 4 heures, on est toujours dedans. Donc on est toujours dans ce gros triangle, d'accord? Donc, en théorie, on a un niveau suivant qui va être le bleu qui est là, c'est-à-dire l'attaque du pic, le tout petit pic qui est ici. Je vais vous nettoyer un peu l'histoire. Ce pic-là est censé protéger celui-là. A priori, si la trend résiste en même temps que le niveau, on va continuer à compresser dans ce triangle-là. C'est pas une certitude, bien évidemment, mais on aura un signal. Si on casse l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des trends 4 heures, à ce moment-là, on aura un signal comme quoi la continuation peut être haussière ou baissière. Personnellement, hier, on avait pas mal établi l'idée, on va dire que on reprenne les $31 000 à nouveau. Si jamais on fait ce mouvement et que la trend qui est ici tient et que le niveau tient également, si jamais on fait ce mouvement, qu'on reprenne les $31 000. Donc bien évidemment ici, quand on parle de prendre des TP, donc des take profits, il s'agit de take profits partiels à ce stade. Pour le moment, on a un rejet, donc on peut très bien ici revenir dévisser en dessous. Donc théoriquement là, votre trade doit s'avérer rentable. Ici normalement, quand on prend ce TP-là, qu'on va appeler un TP majeur, en général, on vient remettre son stop loss à break-even, au point d'entrée. Donc théoriquement, ce trade-là est largement profitable à ce stade. Et l'idée, bien évidemment, étant éventuellement de prendre un autre TP dans cette zone-là, éventuellement. Et personnellement, je pense qu'on va sortir de ce triangle par le haut, mais on va voir ici ce que le sentiment nous dit, et puis surtout on va voir ce que nous annonce la Fed demain, c'est ça le plus important bien évidemment. Donc on passe sur Ethereum aujourd'hui parce que c'est exactement la même chose, on est dans la même compression, on a rebondi sur la même trend, on a gardé le même niveau en 4 heures, vous comprenez bien ici que ceci est une mèche, on n'a fait aucun corps de bougie sous ce niveau là, on n'a fait aucun corps de bougie en dessous de cette trend en 4 heures, exactement la même chose, compression, même niveau, vous pouvez tout mettre exactement pareil. Voilà, peut-être que celle d'en bas sur Ethereum, c'est peut-être plus une heure qu'on avait mis. Non, c'est pas ça, c'était une 4 heures. Peut-être même une daily.
Non, c'était une 4 heures. Donc voilà, même compression, même chose. On en sort par le haut. Résolution haussière, a priori, on viendra reprendre les 2141 $. En tout cas, c'est un critère de décision qui peut nous amener à penser que ça va être le cas. Et si jamais, à l'inverse, on perd à la fois ce niveau des 1815, mais également qu'on est repoussé encore une fois par cette traîne de distribution ici, vous la voyez, la traîne de distribution qui est là, et que du coup, on perd ce niveau et qu'on descend et qu'on sort de ce triangle par le bas, à ce moment-là, ça sera une attaque probablement des 1006 sur Ethereum. Qu'est-ce qui pourrait attaquer les 1006? Qu'est-ce qui pourrait attaquer les 25 sur Bitcoin? Bien évidemment, la journée de demain et les annonces que peut éventuellement faire la Fed. J'essaye de vous retrouver cet article là direct comme ça, mais en fait je suis très mauvais pour ce genre de vidéos. Vous savez que je prépare pas mes vidéos, donc du coup voilà, je fais juste un petit tour sur les news avant d'aller voir tout ça. Globalement, qu'est-ce qui pourrait on va y arriver, nous emmener sur cette zone des 25, ça serait le fait que la Fed fasse non seulement une hausse oui, voilà. Ici, on a cette analyse de Morgan Stanley qui nous dit attention, il pourrait y avoir une grosse vente sur le secteur action, donc a priori également Bitcoin, en réponse à un message hawkish de la part de Jérôme Powell. Qu'est-ce que c'est qu'un message hawkish? C'est un message qui n'est pas dovish. Hawkish veut dire on va éclater l'inflation, on va augmenter les taux, et en l'occurrence ici, si on avait une hausse de 0,25, le message hawkish de Powell, ça serait de nous dire on va rester très longtemps à ce niveau-là où les hausses ne sont pas terminées. Le marché s'attend à ce qu'on arrive au point terminal ici des hausses, on le voit très bien ici sur les sondages du CME, lors desquels et on voit que le marché commence un petit peu à se dire que sincèrement on va rester dans la zone ici, que voilà, sur les prochains meetings en fait on va entamer une longue pause désormais de la part de la Fed. Et je vous rappelle, alors ça je l'ai déjà montré hier, donc ça va être peut-être un petit peu redondant par rapport à la vidéo d'hier, mais quand on regarde nous notre analyse de l'inflation sur la chaîne, eh bien on a une inflation qui effectivement plombe. Je trouve qu'on a un joli rythme ici, qui est cette droite verte, qui nous emmènerait aux 2% en août. Maintenant, j'ai le sentiment que peut-être le CPI du mois d'avril ne va pas être excellentissime. Ça, on l'aura le 10 mai. Le 10 mai, on saura quels sont les chiffres donc de l'indice des prix à la consommation américain pour le mois d'avril. Autour du 10 mai, peut-être qu'on aura là une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit. Pour le moment, Powell n'a pas nécessairement ces informations. Il a bien entendu des informations d'initiés. Je pense que sur ce CPI-là, on pourrait peut-être faire un petit plateau, c'est-à-dire pas nécessairement continuer à toucher cette ligne verte qu'on a tracée. Et vous le voyez ici, on a tout simplement ici pris une ligne de tendance par rapport au début, quand l'inflation a commencé ici à tomber. Elle a commencé à ralentir de plus belle. On pourrait aussi éventuellement prendre celle-ci. C'est-à-dire, vous le voyez, pardon, excusez-moi, peut-être même celle-ci, c'est-à-dire, vous le voyez, les deux premiers tops, et se dire qu'à un moment donné, on va revenir, tout retoucher cette trend, etc. Et là, vous comprenez que c'est pas la même histoire. On n'est pas à 2% en août, on est à 2% le 1er juin 2024, c'est-à-dire dans un an et quelques. Donc, si Powell nous dit, c'est pas la dernière hausse, si Powell nous dit, on ne sait pas si on va poser, on va attendre de la data, ça c'est hawkish. Si Powell nous dit, on va probablement poser, mais pendant très longtemps, pour moi, c'est pas hawkish. Déjà, le fait qu'il annonce une pause est plutôt, entre guillemets, une bonne chose. Mais par contre, si il nous annonce quelque chose en disant, pour nous, ça baisse pas suffisamment vite, et en l'occurrence, là, ça plombe très vite. Pour moi, l'analyse, elle est pas nécessairement de dire, vous le voyez, on est plutôt sur la droite verte, là. Donc, elle est en train de dire, pour moi, j'ai l'impression que tout se passe bien, entre guillemets, voilà. En tout cas, tant qu'on n'a pas ce plateau, tant qu'on n'a pas cette mauvaise nouvelle, un regain d'inflation, un des CPI qui est mauvais, en l'occurrence, pour l'instant, le premier plateau, on va dire, qu'on avait eu, ou les premiers endroits où ça avait été un petit peu moins évident, eh bien, c'était plutôt ici, notamment, sur le mois de janvier. Fin du mois de janvier, où là on avait eu un plateau, et également voilà, janvier-février, on voit que ça a diminué moins vite, et puis là on a eu un très bon CPI pour moi. Donc en l'occurrence, je ne vois pas ce genre de scénario s'activer, mais par contre Powell peut éventuellement le voir lui, et puis nous dire pour moi, parce que ce qu'il faut comprendre ici, excusez-moi, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ici le CPI a diminué, certes,
D'accord, vous le voyez ici, 5,5% et là 5,6%. Pourquoi il a diminué? Tout simplement parce que c'est l'inflation de l'offre qui a plombé. Ici, la correction du pétrole a fait que tout simplement l'inflation a effectivement corrigé. Donc le headline CPI a pour le coup été relativement baissier, mais par contre ce sur quoi la Fed agit réellement, vous voyez que 5,7, 5,6, 5,5 et là encore une fois 5,6. Alors je sais pas pourquoi. Non, c'était 5, j'ai dû faire une erreur ici en mettant puisqu'on est à 5,01 en tout, moins 0,6, c'est ça, si, c'est ça, moins 0,6, c'est ça. Donc on a eu effectivement un core CPI qui était à 5,6. Le chiffre normal, en fait, c'est parce que celui-ci est négatif, mais effectivement ici, on se rend compte qu'on est plutôt en train de faire un plateau sur ce qu'on appellerait l'inflation de la demande. Vous le voyez ici, 5,7, 5,6, 5,5 et 5,6. Si ça baisse pas suffisamment vite, ça veut dire qu'on est tributaire d'une baisse des prix du pétrole pour faire baisser les prix. Ça veut dire que du coup, pourquoi le pétrole baisse? Parce qu'il price le fait qu'il y aura une inflation et qu'il y aura une récession et donc qu'il y aura beaucoup moins de mouvements de marchandises, etc. En l'occurrence, ici, je pense que Powell aimerait plutôt voir le headline CPI vraiment plombé. Donc, oui, ça baisse, mais donc comme on voudrait un petit peu. Ici, le marché fait son travail. Hein. Si le marché price le fait que si le fait que le pétrole diminue fait que le marché price et que les prix diminuent, tout ça est plutôt sain, on va dire, voilà. Et c'est un cercle vertueux. Par contre, en revanche, et ça je l'ai beaucoup expliqué sur la chaîne quand il y a eu ces annonces-là, l'Arabie Saoudite a commencé à dire nous on va fermer le robinet puisque le pétrole baisse, on va diminuer notre production de 1 million de barils par jour. Les États-Unis n'étaient pas très contents de cette nouvelle. On a également la Russie qui nous a dit la même chose, c'est-à-dire nous, de toute façon, on va couper parce que c'est pas du tout. Donc on est peut-être dans cette espèce de configuration où choc pétrolier de 73, choc pétrolier de 78, je sais pas si vous me suivez, mais ces espèces d'années un peu de stagflation, où pendant un certain temps, on n'arrive pas à faire baisser l'inflation, et où finalement la Fed est impuissante par rapport à ça. Donc la grande question elle est historique pour Jérôme Powell, c'est de dire, est-ce que Jérôme Powell veut la jouer à la Paul Volcker tout de suite, Paul Volcker qui avait trouvé la solution tout simplement au début des années, fin des années 70, début des années 80, il avait tout simplement augmenté les taux jusqu'à ce que ça pète complètement, c'est-à-dire il était allé quasiment à 20%. Je pense qu'on peut le voir ici, si on a suffisamment d'historique. Voilà, 1979, vous voyez, les taux d'intérêt sont à 20% ici, le 1er février 1980, et on y retourne une deuxième fois en 81. Donc c'était des années un peu maudites qui ont, derrière, finalement, entamé une grande période d'austérité. Une grande période d'austérité où on ne pouvait pas dépenser, les États ne pouvaient pas dépenser, etc. Et tout devait être extrêmement austère, de manière tout simplement à avoir, quelque part, des prix qui se stabilisent. En France, par exemple, à cette époque-là, on a eu les relances Morois, sous Mitterrand, qui malheureusement n'ont pas très bien marché, puisqu'on a plus relancé nos voisins que ce qu'on s'est relancé nous-mêmes. Après, on a compris que effectivement, ces tentatives de relance ne servaient à rien, puisqu'on était dans une économie qui était un peu trop interconnectée. Et ensuite, aux États-Unis, vous comprenez que ça nous a donné quand même une austérité quasiment jusqu'aux années 90-95. En gros, voilà, on a vraiment retrouvé quelque chose d'intéressant à la fin des années 80. Par contre, les stocks ont plutôt bien marché dans les années 80. Et d'une certaine manière, une fois qu'on a eu effectivement cette descente de l'inflation, là pour le coup, on a eu des coups d'achat historiques sur les stocks. Je vais vous le montrer sur le S&P. Donc là, du coup, on va faire un petit peu d'histoire financière, un peu d'histoire économique. C'est pas mal de temps en temps. Est-ce qu'on a suffisamment d'historique sur le S&P? Plus ou moins, oui. Et vous le voyez ici, là on est en 1979, donc 80, je vous l'expliquais tout à l'heure, et là en l'occurrence vous voyez que c'était les années des Golden Boys, les années Wall Street, les années où finalement c'était relativement après derrière facile de gagner de l'argent en bourse, tout simplement parce que c'était pas des investissements on va dire de liquidité, mais c'était plutôt les années où les gens essayaient de se hedger contre l'inflation tout simplement en rentrant assez fort sur les marchés financiers. Vous le voyez là on va dire 80 à 87, il y a quand même une sacrée hausse, on est sur un x3 par rapport au S&P, et puis derrière explosion jusqu'aux 1400 points.
Bien évidemment, sans commune mesure avec ce qui s'est passé après. Hein. Je mets ça entre parenthèses. On voit bien ce qui se passe après. Ici, on a la crise financière de 2000. Ici, on a la crise financière de 2008. Donc, correction d'un bon 50-70%. Et puis derrière, sans commune mesure, avec quand non seulement on a, on va dire, cette volonté de ne pas être sur des bons du trésor, mais plutôt d'être sur des actions, et que en même temps, finalement, les capitaux affluent sur les marchés, et ben à ce moment-là, vous avez des énormes bull runs comme on a pu avoir depuis désormais fin 2009 jusqu'à aujourd'hui, avec le petit épisode Covid au milieu, mais vous voyez que là, ça part en parabole, littéralement. Pourquoi ça part en parabole ? Tout simplement parce qu'on imprime comme des cochons, donc du coup, c'est pas tellement ici les actions réellement qui s'apprécient, mais c'est plutôt le dollar qui perd 90% de sa valeur sur toute cette zone. Mais ça, on en reparlera éventuellement dans d'autres vidéos. Globalement, c'est le dénominateur qui augmente et pas le numérateur. Numérateur, c'est ça. Ok, donc on a fait le tour un peu sur les news. Pour moi, voilà mon analyse. Je ferai bien évidemment une analyse du discours de Powell comme je le fais à chaque fois demain. Et puis voilà. Mais pour le moment, on a une inflation qui plombe effectivement. Par contre, on a un core CPI qui veut pas passer sous les 3, 3,5, 4%. On est vraiment bloqué ici à 5,5. Et effectivement, au niveau des biens et services et presque même au niveau de l'immobilier, qui pourtant théoriquement devrait corriger assez fort. Quand on voit effectivement, alors là on a effectivement quand même tous les secteurs du housing qui ont bien corrigé, mais en tout cas aux États-Unis puisqu'ils sont extrêmement dépendants des taux, mais cela dit, sur tout ce qui est biens et services, donc on va dire utilities, alors transport, vous voyez que ça a pas mal repris en avril, donc attention à ça. Vous voyez également que tout ce qui est habillement a repris un petit peu en avril, mars également. Les communications qui ont relativement pas mal explosé en début d'année. Éducation, on est toujours en ligne droite vers le haut, ça coûte très cher. Et la culture et tout ce qui est loisirs qui coûte également relativement cher. La santé qui a tendance à baisser. Utilities, on a eu un regain en avril et finalement ça redescend en mars. Mais voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Et surtout, enfin en tout cas pour nous en Europe, on se fait littéralement défoncer sur la bouffe, bien évidemment. Et il y a une autre question qui peut se poser ici, qui est celle-ci. Pourquoi est-ce que l'inflation reste finalement ? Est-ce que ça n'est pas une inflation de profit ? Qu'est-ce que ça veut dire une inflation de profit ? Ça veut dire tout simplement que certaines sociétés ont pu augmenter les taux finalement plus vite que ce que leurs coûts n'ont augmenté, et donc que du coup effectivement on est dans une espèce de spirale des profits pour les entreprises. On a vu sur les earnings que tout le secteur de la food avait placé des très bons earnings, notamment McDonald's, Pepsi Cola, etc. Enfin, toute la malbouffe, tous les trucs vraiment dégueulasses. Mais encore également les Danone et compagnie qui ont plutôt posté des profits records. Ils ont bien anticipé et donc du coup, ils ont augmenté leur prix beaucoup plus vite que leurs coûts. En ce qui concerne réellement les news crypto, j'ai pas énormément de choses à dire. Ici, apparemment, un article sur MicroStrategy. Wall Street qui nous dit les prix de Nvidia sur les 12 prochains mois. Oui, ça c'est intéressant. Le volume de trading Bitcoin au spot a plongé de plus de 65% en avril, alors que Binance a recommencé en fait finalement à... ils ont arrêté leur programme Zero Fee, leur programme donc de trading spot sans aucun frais. Donc ça c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que tout simplement... il y avait sûrement des arbitrages qui se faisaient pour beaucoup. Il y avait sûrement du wash trading qui se faisait pour beaucoup, et notamment sur le spot. Et le fait de ne pas avoir de frais pour le faire permet vraiment à énormément de gens de le faire. Excusez-moi une petite seconde. Alors, excusez-moi. Donc oui, relativement intéressant de voir que effectivement, on a eu une baisse de 65%. Donc probablement beaucoup de wash trading. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de frais. Wash trading, ça veut dire un petit peu des faux volumes, ou en tout cas des arbitrages. Pour beaucoup des arbitrages, puisque c'est extrêmement intéressant de le faire dans ces zones-là. Lisa Cameron, qui n'est pas personnellement investie dans la crypto, mais qui se fait l'avocate d'une régulation. Ça, on a déjà vu. Et demain, on fera vraiment une très grosse vidéo, bien évidemment, sur l'inflation. Le Dow qui perd 400 points, alors que la crise bancaire reste derrière, continue, en fait. Et les attentes de la décision de la Fed qui se font, bien évidemment, languir.
Demain, on aura le rapport ADP et ça sortira autour de 14h15 et on aura bien évidemment l'annonce des taux à 20h et le discours de Powell à 20h30. En général, ça dure 45 minutes. Donc, je sortirai la vidéo autour des 21h30, quelque chose comme ça. Vous le voyez ici, aujourd'hui, en fait, on a eu une grosse correction au niveau du secteur action. Ce qu'on peut voir également sur notre dashboard habituel, on va dire que c'est un S&P qui finalement aujourd'hui perd quand même 60-70 points, hein, donc plus ou moins en sell-off. Un gold qui prend énormément de valeur, donc là on passe risk-off. Comprenez bien que les gens préfèrent, étant donné que le secteur bancaire est concerné sur tout ça, bien évidemment acquérir de l'or papier plutôt que tout simplement être investi sur les actions. En tout cas, c'est un petit peu le mouvement de la journée. Et par contre, ce qu'on peut voir sur BTC, c'est que finalement, quand le S&P était en train de monter, BTC était en train de corriger. Et au moment où le S&P, vous le voyez, corrige fortement, Bitcoin finalement trouve son plus bas et là, il remonte. Donc aujourd'hui, on a un Bitcoin qui est quand même plutôt fortement corrélé à l'or. Et on a eu un dollar qui était haussier. Comprenez bien que sur cette charte là, pour moi, le dollar, donc qui est juste là, est inversé. Il est à l'envers. Donc, un Bitcoin qui était plutôt lié, on va dire, à une forme de réserve de valeur, donc ça c'est intéressant. La question ici, c'est quelle est la place pour les alts. Aujourd'hui, on n'a pas vu une énorme correction sur Ethereum BTC, vous le voyez, on est à 0,08, donc on est flat globalement. Ethereum a bien suivi Bitcoin. Est-ce que les autres alts se sont plutôt bien comportés? Vous voyez qu'on a des alts qui ont énormément perdu, d'autres qui sont flat. Globalement, on est quand même ici plutôt sur un scénario où quand on passe risk-off, donc c'est-à-dire que quand le S&P corrige, les alts sont quand même plutôt à la correction. Et on a un Ethereum BTC qui corrige un tout petit peu, mais pas plus que ça. Vous voyez une Ether dominance qui augmente, c'est-à-dire que vraiment, on est sur ce type de passage de scénario un peu risk-off, juste avant le FOMC de demain. Risk-off, ça veut dire tout simplement les assets technologiques, donc en l'occurrence pour nous les altcoins à ce stade, finalement se perdent de leur valeur tout simplement parce que le marché préfère être plus ou moins dans des valeurs sûres, à savoir en l'occurrence pour nous Bitcoin, Ethereum. Je pense ici que Ethereum devient également une forme de réserve de valeur d'une certaine manière, tout simplement parce que c'est la deuxième plus grosse alt. C'est un petit peu l'internet de la monnaie finalement, Ethereum, et surtout on a effectivement désormais la confirmation qu'Ethereum est effectivement déflationniste et que, entre guillemets, ces mises à jour se passent plutôt bien pour aller de l'avant sur le développement, la scalabilité et toutes les choses qui nous ont été promises par Vitalik. On passe la page de pub et on va aller voir la liquidité. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon.
Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, donc nombre de liquidations d'hier, 65 millions de liquidés, 30 millions sur le Bitcoin, vous le voyez, la moitié, et la moitié sur Ether également, 45 millions sur les deux, donc à savoir plus ou moins les 3 quarts, voire 2 tiers, voire 3 quarts de toute cette histoire, et globalement, on a liquidé principalement du long quand même. Donc une journée, somme toute, plutôt normale. Ici, au niveau des ordres qui ont été touchés, vous le voyez, on est descendu ici et on a pris tous ces ordres d'achat. C'est pas énorme, on parle de 2 ou 300 bitcoins. Ici, on a trouvé notre plateau et là, on reprend un petit peu du poil de la bête. On pourrait trouver une temporisation à peu près dans la zone des 28-29. Personnellement, je pense quand même que ce gap là ici va être fermé. C'est pas une certitude, mais je pense qu'on va revenir tutoyer avec les 29,2 à minima sur ce mouvement-là, donc sur la partie scalping entre guillemets du moment. Qu'est-ce qu'on est venu prendre? On est venu prendre pile poil, on va dire le point qui était à prendre là où on avait effectivement du short. Ici le prix descend mais le funding augmente, donc attention puisqu'on a eu du long qui est rentré sur ce mouvement, même si c'est pas incroyable, on a quand même ici une divergence entre ce que fait le prix et ce que fait le funding. Ici c'est un petit peu l'inverse, donc j'avais du short dans la zone là, finalement le prix a choisi sa direction. On a quand même ici sur cette temporisation également un point de long à prendre ici, donc attention au niveau de la liquidité, vous voyez que c'est plutôt au sud que ça devrait se passer. Là j'ai une latéralisation et par contre là sur cette augmentation j'ai beaucoup de shorters puisque tout simplement le funding descend quand même. Et j'ai notamment un gros short qui s'ouvre, pardon, à peu près dans la zone qui est là. Donc en l'occurrence, on peut dire que ce niveau-là est important, il est en 2 pixels. On va le mettre en 2 pixels comme ça. Donc c'est un niveau important à prendre en long, mais par contre on a 2 niveaux en 1 pixel en dessous. Donc ici à ce stade on pourrait revenir sans problème, tester les 27,6, que ça serait pas trop un souci. Donc c'est pour ça que je vous explique bien évidemment de prendre des TP partiels et de, on va dire assez souvent... sécuriser vos scalps, voilà. Sur Ether, on a pris les 2 bornes, donc c'est plutôt propre aussi. On a pris cette borne-là et on a pris cette borne-là, celle qui avait été analysée hier. Ici, on a un petit peu de long, effectivement, résiduel qui devrait être en bas de cette histoire-là, puisque vous le voyez, le funding augmente alors que le prix descend. Là, on a la chose inverse, donc on avait du short à prendre ici et ça a été pris. Vous voyez qu'également sur cette latéralisation, le funding est à l'augmentation, donc ça veut dire qu'on a un point de long, encore une fois, à prendre là. Et même chose que sur Bitcoin, ici j'ai une augmentation du prix, mais une forte diminution du funding, donc ça veut dire qu'à très court terme on a été assez fortement shorté sur cette zone là, niveau qu'on va mettre également en 2 pixels et en bleu. Ok, donc on va aller voir maintenant les poches de liquidité, une autre manière graphique de voir un petit peu les choses. Vous voyez qu'on est descendu assez fort ici dans le funding négatif, à savoir 10 milliards de positions leveragées dans les 5 derniers jours au-dessus du prix, pardon. Donc ça c'est important, et là par contre on est pas mal longué sur la zone actuelle, donc ça c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que vous voyez que ce delta est en train de diminuer, il est désormais plus qu'à 7 milliards. Donc si on regarde les x100, donc les grosses positions, est-ce qu'il y a des grosses choses à prendre? Je vous avais parlé hier de cette position à 28,9 et cette position là à 2900, et on a encore une position à 29,5. Est-ce qu'on va y aller tout droit en ligne droite, ou alors est-ce qu'on va venir corriger les longueurs retardataires ici, enfin retardataires encore que, oui voilà, oui les longueurs du moment. Est-ce que ça va corriger cette histoire-là ou pas? Vous voyez que pour l'instant, on est plutôt en train d'aller chercher en haut, on est plutôt en train d'aller chercher les grosses positions en x100 qui sont au-delà du prix. Est-ce que ça va continuer comme ça? Pour le moment, je ne sais pas. En tout cas, les TP partiels sont relativement bien atteints à ce stade. Même chose sur Ethereum, hein, strictement la même analyse, vraiment 3 milliards on avait à ce moment-là, et maintenant on n'a plus que 1,55. Pourquoi? Parce que ici, on a eu cette action de prix qui a, j'allais dire niqué, oui, qui a corrigé, on va dire, une partie des shorters
shorters qui étaient un petit peu en retard sur cette histoire-là. On a fait la cuvette, on est venu les prendre, et puis là, à ce stade, on a pas mal de longueurs qui sont rentrées sur ce mouvement. Donc on revient à une forme d'équilibrium, ou en tout cas, dès que le prix aura, je pense, sera venu retutoyer avec les 1911 $ sur Ether, on sera dans ces zones où ça peut être intéressant. En ce qui concerne les grosses positions, la grosse position qui était là a été prise. J'ai pas d'autres grosses positions, vous le voyez en x100. Sur Ethereum, donc du coup, c'est plutôt propre de ce côté-là. Sur la 12 heures, j'ai plus ou moins un équilibrium, vous le voyez, entre ce qui rentre en long et ce qui rentre en short. Donc ça, c'est plutôt propre également, mais ça nous donne pas beaucoup d'infos sur la direction là tout de suite, malheureusement. Sur la 7 jours, eh bien, j'aurais tendance à plutôt dire qu'on va au-delà des 30 000, puisque vous le voyez sur la 7 jours, là par contre pour le coup c'est plutôt propre et on est en train de finalement de éventuellement revenir attaquer cette zone. Maintenant vous voyez qu'on est à équidistance des 26,3, cette bande à prendre autour des 26,3 et cette bande à prendre autour des 30 100. Je reste foncièrement, et même au vu de la liquidité, sur mon scénario d'hier, c'est-à-dire probablement qu'on va revenir prendre les 100 avant de venir corriger sous les 25. Est-ce que ça peut se passer par exemple demain dans la journée? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'on pourrait avoir un pump pré-FOMC? Ça peut arriver des fois. Maintenant, en ce moment, avec le secteur bancaire, tout ce qui est difficile, etc., et on voit que le S&P corrige énormément, mais on voit que Bitcoin semble plutôt corrélé au gold en ce moment. Donc voilà, pour moi, on aurait plutôt des bonnes chances de venir taper les 31 avant éventuellement de venir taper sous les 25-26. Sur Ether, je pense qu'on est sur la même analyse, hein, puisque jusque-là, on a eu l'analyse qui était strictement identique entre Ethereum et Bitcoin. Si ça veut bien s'activer, cette histoire. Oui, peut-être un peu plus de long que de short sur Ether. Vous voyez d'ailleurs que même dans l'idée, vous voyez, on avait 10 milliards et après on finissait à 6 depuis qu'on a corrigé. Et sur Ether, on a quasiment nettoyé la moitié des shorts. Bien évidemment, les 2000 $ à prendre sur la 7 jours et quelque part sous les 1007, éventuellement sur la 7 jours également. Et quand on regarde là un mois, et ben pour le coup, Ether serait plutôt baissier avec un mouvement à faire pour venir prendre toute la liquidité qui se trouve ici, à savoir sous les 1600 $. Si jamais on pompe fort, si jamais on pump, et bien à ce moment-là, on passera au-dessus des 2310. En tout cas, c'est une jolie target. Nous, on avait en première target sur Ethereum, sur la totalité de ce mouvement, on va dire, les 2000 $, et on a toujours évoqué la possibilité que Ether finisse à 2004 sur ce mouvement. Ether à 2004, Bitcoin à 38,40. Voilà, c'était ça un peu l'idée du départ de ce mouvement. On va ici revenir sur le prix, aller sur les petites time frames et faire la conclusion de cette vidéo. Donc, j'ai pour habitude de finir par le scalping, c'est-à-dire les toutes petites time frames. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'effectivement, pour moi, j'ai 3 creux successifs, plus hauts les uns que les autres, en 15 minutes. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Vous voyez qu'on a fait ce mouvement. Effectivement, on est venu prendre ici la liquidité qui était au-dessus de tout ça. Alors, ici, on a du monde, hein, il faut bien le comprendre, c'est ce que je vous explique, au-delà des 30 000, on a par 3 fois, on s'est fait repousser dans cette zone-là, donc ça veut dire qu'on a pas mal de monde qui a à la fois garé ses stops au niveau short, mais qui a également garé, on va dire, ses points de liquidation. Donc soit on fait ça, et ça serait plutôt mon avis personnellement, mais je l'ai déjà pas mal expliqué dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on casse cette traîne de distribution ici, et effectivement on vient plutôt tutoyer ces niveaux-là, et même potentiellement, pour moi, on a encore du monde ici. À partir du moment où on commence à short squeezer ce qui se trouve ici, bien évidemment qu'on va attaquer ce qui se trouve là. C'est suffisamment proche, vous comprenez, pour que tout ça se fasse en une fois. Et en l'occurrence, voilà, je serais d'avis que soit on va juste en dessous des 30 600, soit on vient casser les 31 sur ce mouvement-là. Maintenant, j'en ai aucune certitude, bien évidemment, et c'est pour ça qu'on met des stop-loss, et c'est pour ça qu'on sécurise ses trades, et c'est pour ça qu'on ne joue pas au casino, mais que, bien évidemment, on protège à tout moment son capital de trading, ok? La 5 minutes, pour l'instant, on pourrait mettre les trends ici, mais vous comprenez qu'on est en train de perdre une trend d'accumulation, là, celle-ci. Donc là, on est en train de la perdre en passant par le côté, donc attention à ça. On a une jolie trend de distribution ici, en 5 minutes, qui, si on la casse, va probablement donner une accélération du prix. En termes de niveau, sur les derniers niveaux, les niveaux court terme, etc., vous comprenez que c'est ce creux qu'il ne faut absolument pas perdre. Donc si on l'attaque, il faut absolument qu'on rebondisse ici sur la vitre, on va dire, sur le plafond de verre, le niveau 0 de la mer, on va dire, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, il faut ricocher là-dessus.
Si jamais c'est pas le cas, eh bien à ce moment-là, prochain niveau, il sera, vous le voyez, il est assez évident ici. Alors personnellement, moi je le garde là parce que je trouve qu'il est plus cohérent par rapport à ce qui s'est passé dans le passé juste avant. Et bien évidemment, on a cette trend qui à ce stade fonctionne très bien. Hein. Vous voyez qu'on l'avait mise en avant bien avant qu'on la retouche ici. On l'avait mise en avant tout simplement, il y a de ça, quand on a fait ces deux plus bas ici. On a dit là, si on vient jouer avec cette trend là et si on vient jouer avec ce niveau là, il pourrait se passer quelque chose. Vous voyez qu'on a méché sous la trend et là on est en train de maintenir la trend pour s'en écarter. On a probablement, enfin on a cassé même celle-ci qui était dans une time frame plus petite, donc on pourra la nettoyer. Voilà, pour moi la question c'est qu'est-ce qui se passe à la fois sur ce niveau-là et sur cette trend de distribution, la marron que vous voyez ici, dans le triangle que je vous ai montré en fait tout à l'heure. Mais à ce stade, je pense qu'on peut ici assez facilement se dire qu'on va aller désormais au 29 200. Est-ce que le point d'entrée là pour attaquer les 29 200 est le bon? C'est-à-dire est-ce que ouvrir un long ici en levier à ce niveau-là est un bon endroit? Est-ce que c'est un bon niveau? Non, il faut être un petit peu plus avare que ça. Je pense que pour le coup, quelque part dans cette zone-là, là où je vous proposais un ricochet tout à l'heure, et cette zone-là, là où par le passé, on a mis du temps à repasser, et au moment où vous voyez on l'éclate, eh bien ça accélère énormément, le prix accélère énormément, c'est pas non plus incroyable, mais il y a une petite accélération un peu sympathique du prix, donc là on a quand même des bonnes chances de revenir retester à nouveau. On l'a fait une première fois ici, je pense que pourquoi pas le refaire une deuxième fois, et du coup venir corriger une partie des longueurs retardataires. On pourrait enfoncer un peu plus ici, si on fait juste une mèche, hein, bien évidemment, on pourrait enfoncer un peu plus, et là malheureusement ça voudrait dire retester une nouvelle fois, bien évidemment, cette trend là. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre, vous abonner, mettre un like, ça c'est super important bien évidemment pour la chaîne, si jamais le contenu vous a plu. Si vous n'avez pas tout compris, c'est relativement normal, ça prend parfois du temps, si vous êtes nouveau sur la chaîne, etc., ça prend parfois un petit peu de temps de comprendre tous les mouvements, les sentiments, la liquidité, etc. Et bien évidemment, encore une fois, je l'ai pas forcément suffisamment mis en avant dans cette vidéo, mais si on arrive à clôturer au-delà des 28,6, à faire une belle clôture bien en deçà de ça, sans réellement revenir visiter les niveaux inférieurs, et bien à ce moment-là, bien évidemment, c'est plutôt, encore une fois, bullish. Ici, on fera un gros point, je pense, demain sur tout ce qui est FOMC, inflation, etc. Vous voyez qu'aujourd'hui, je vous ai donné quand même pas mal de pistes, pas mal de possibilités sur ce qu'il pourrait éventuellement se passer dans le cadre de ce que va nous donner Powell. Je pense pas que ça va être de l'extrême hawkish, mais vous comprenez qu'on a un problème avec le core CPI qui malheureusement reste autour des 5,5 et que ça peut poser souci, d'autant plus que a priori le pétrole est en train de se remettre plutôt pas mal. Alors on le fera sur une étude de CPI, j'ai pour habitude de faire des vidéos assez longues sur comment se porte le CPI, etc. Mais aujourd'hui vous voyez, et depuis désormais le 17-18 avril, donc une petite quinzaine de jours, on a quand même un pétrole qui est à la correction en ce qui concerne le baril de Brent, d'accord? Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ici on avait eu cette ouverture de gap haussier, donc sur la deuxième partie d'avril, on a eu une très jolie correction sur le pétrole, et c'est ça qui nous donne fort heureusement finalement un CPI, vous le voyez, enfin là c'est pas le CPI, c'est Trueflation qu'on regarde, mais la première moitié d'avril avait été désastreuse, justement sur ces fonds de l'Arabie Saoudite va cutter, etc., et toutes ces choses là, et finalement derrière on a eu quand même un vrai pricing de récession, donc finalement là le prix fait son boulot. Vous voyez qu'au niveau de l'indice gasoline aux États-Unis c'est un petit peu la même chose, on a eu depuis le 11 avril une forte correction en ce qui concerne le pétrole. Maintenant la tendance elle est quand même, vous le voyez, globalement plutôt haussière sur le fond. Là on a un indice du gasoline qui est à l'augmentation. En ce qui concerne le baril de Brent, vous voyez qu'on est sur éventuellement, voilà, ce qu'on veut c'est enfoncer en fait ce support des $70 qui voulait pas casser, tout simplement parce que c'était vraiment un support dans le passé, c'était un support même post-Covid là, dans cette zone-là, et donc du coup, il faut bien comprendre ici que, donc là on a eu le vrai crash Covid, hein, celui où on ferme les frontières, etc. Ensuite on se récupère, et là pour le coup le pétrole est vraiment dans ces endroits-là. Je m'arrête de parler parce que sinon ça va faire une vidéo très longue. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres.
En l'occurrence, la question du jour, ça sera, on a tous forcément une ville qui est pas très loin de chez nous, qui est dans notre région et qu'on apprécie beaucoup. Moi personnellement, c'est Antibes. J'adore aller à Antibes. Je trouve que ça fait petit village, etc. C'est vraiment une ville où j'ai habité pendant longtemps, que je connais par cœur. Je connais toutes les moindres rues, etc. Et voilà, personnellement, c'est un peu ma ville de cœur dans le coin, en tout cas. Une ville un peu La Rochelle avec ses petits bastions, ses remparts, etc. Voilà, vraiment très sympa. Je suis pas extrêmement fan de Cannes ou de Nice ou de toutes ces villes-là, mais personnellement, vraiment, j'aime beaucoup la ville d'Antibes. Donc mettez-moi en commentaire le nom de la ville que vous appréciez particulièrement autour de chez vous. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, on fera un gros point demain sur l'inflation, peut-être 2 vidéos demain, c'est-à-dire je ferai peut-être une vidéo d'analyse d'altcoin également. On a commencé les analyses sur Qcoin, donc on va continuer je pense, et faire les lettres B et C, puisqu'on a fait les lettres A, et il y a beaucoup d'altcoins qui commencent par un A. C'est un petit peu comme dans l'annuaire, les entreprises qui veulent avoir plus de clients et qui commencent leur nom par A. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, portez-vous bien et bonne soirée à tous, ciao.